Le verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Bonjour, c'est Elise et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Aujourd'hui, je vous amène découvrir l'Ouganda, royaume des gorilles des montagnes, chimpanzés et autres animaux sauvages. Un exemple d'écotourisme animalier réussi que l'on va essayer de comprendre avec mon invitée du jour, Aurélie, fondatrice de Voyage Sauvage, une agence de voyage pas comme les autres, qui avec son slogan « Observer et protéger » nous invite à réinventer le tourisme animalier. Alors, quelles sont les problématiques ? Comment réussir sa transition vers un tourisme animalier éco-responsable ? Pourquoi l'Ouganda ? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors Aurélie, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour Elise, merci. Bonjour à tous les auditeurs de Flokéo. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qu'est-ce que Voyage Sauvage ? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'engager dans l'écotourisme animalier ? Moi, donc, je suis Aurélie Oringo-Berthet. Je suis varoise. J'ai grandi à la campagne, entourée donc, de plein d'animaux, d'où la passion. Et j'ai su assez rapidement que je voulais me diriger dans le tourisme. J'ai toujours travaillé dans ce secteur, de l'aéroport à l'agence de voyage, tour opérateur. J'ai vécu 3 ans en Guyane française, où j'ai travaillé pour une agence réceptive là-bas. Et ensuite, j'ai décidé de créer mon entreprise à l'âge de 29 ans. Et donc, j'ai créé mon agence de voyage dans le Var, à Roquebaron. C'est une agence traditionnelle, Select Tour. Et 10 ans plus tard, j'avais envie de reprendre les bases de mes 2 passions, c'est-à-dire les voyages et les animaux. Et donc, j'ai créé Voyage Sauvage, une marque donc, qui fait partie de ma société Terre de Découverte, mais une marque à part où je produis des voyages basés sur l'écotourisme animalier. Donc, tu as Terre de Découverte, qui est l'agence plus traditionnelle, et Voyage Sauvage, qui est spécialisé dans l'écotourisme animalier. Exactement. Est-ce qu'il y a des problématiques aujourd'hui dans le tourisme animalier que tu as constaté du coup pendant tes 10 années chez Terre de Découverte et où tu t'es dit il faut faire quelque chose et donc je vais m'engager dans l'écotourisme animalier ? C'est exactement ça. C'est vrai que ça faisait 10 ans où je me sentais pas en phase avec pas mal de produits qu'on avait en brochure et j'en avais un peu marre de chercher justement le produit le moins pire, celui qui pourrait correspondre, etc. Et donc pendant le confinement, je me suis dit qu'en fait le plus simple c'était de créer mes propres produits, où du coup j'allais être totalement en phase forcément avec la manière de gérer ce qu'on appelle le bien-être animal, dont on parle malheureusement si peu, trop peu dans notre secteur. La protection de la biodiversité également. Et donc, pendant le confinement, j'avais du temps, donc je regardais pas mal de reportages animaliers. Et je me suis mise notamment devant Planète Safari avec Perrine Cross-Marie. En Swahili, voyage se dit safari. Et c'est ici, au Kenya, qu'est née cette expérience unique. La réserve du Masai Mara abrite des animaux sauvages. Et là, il y a eu un énorme déclic, vraiment un genre de coup de foudre. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de vendre, rien d'autre. Et donc, ça a été une évidence de mêler mes 2 passions, encore une fois, les voyages et les animaux, quoi. Donc, tout ça, c'est né finalement à la fois d'une frustration, d'une remise en question, comme beaucoup de gens, forcément, pendant la Covid. Même s'il y a 10 ans, j'avais déjà quand même dans l'esprit, en fait, de créer ça, quand j'ai créé mon agence. Mais le monde n'était pas prêt. J'ai tenté, mais ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, 10 ans plus tard. Heureusement. Tu parles des dérives du tourisme animalier. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples ? Ça pourrait être utile pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément au courant. Oui, bien sûr. Alors, la plus connue, c'est les balades à dos d'éléphants. C'est plus que les balades, c'est les camps en fait d'éléphants. En Thaïlande par exemple, mais il y a d'autres pays où donc on a, mais c'est que c'est l'exemple le plus flagrant où il y a énormément de tourisme là-bas fondé justement sur le tourisme animalier autour de l'éléphant, et il y a des sanctuaires, oui, c'est vrai, heureusement l'après-Covid, il y en a de plus en plus. Mais il y a aussi des camps d'éléphants et des fois les camps s'appellent orphelinat ou s'appellent sanctuaires. Et ça, c'est compliqué du coup. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une expertise spécifique pour savoir ce qui se cache derrière. Parce que c'est souvent malheureusement la même chose. Ça, c'est pour les éléphants. Après, bien sûr, il y a nager avec les dauphins. Ça fait rêver pas mal de gens. Or, ce qui se cache derrière,
c'est malheureusement beaucoup moins reluisant. J'ai également d'ailleurs créé des formations pour les professionnels du tourisme aussi, pour justement leur expliquer ce qui se cachait derrière chaque dérive. Et c'est ce qu'on fait aussi auprès de nos voyageurs. En fait, on les sensibilise à pourquoi on ne va pas proposer ce genre de prestations et vers quoi justement on va aller, plutôt en milieu naturel, totalement naturel, et puis être vraiment dans le dérangement le plus possible à zéro, quoi. Toujours à zéro d'ailleurs, voilà. Ce qui m'intéresse aussi, d'en parler un peu, c'est le fonctionnement de ton agence. Tu dis que pour créer un voyage, tu parles toujours de la problématique, pour créer un cercle vertueux. Et on peut aussi, j'avais vu, choisir l'animal de son voyage avant même la destination. Je voulais savoir comment ça marche un voyage avec Voyage Sauvage et quels intérêts en fait tu tires de cette démarche. En fait, ça permet de vivre l'expérience en fait dans le milieu naturel adéquat. Alors à la fois dans le milieu et puis dans le pays adéquat. Pour donner un exemple concret, c'est là que je m'en suis aperçue, c'est que dans mon agence traditionnelle, j'avais des fois des personnes qui venaient en me disant je veux partir par exemple en République dominicaine, et en fait quand je leur demandais pourquoi, ils me disaient je veux nager avec les dauphins. Et en fait, c'est-à-dire que je suis partie dans le contraire, c'est-à-dire que je leur dis bah non, si vous voulez nager avec les dauphins, le mieux, le plus respectueux des animaux, c'est d'aller dans d'autres pays. Et là, donc, je citais d'autres milieux, d'autres pays, en mer Rouge, en Égypte, donc, enfin, en tout cas, en milieu naturel. Et du coup, c'est venu comme ça. Je me suis dit, en fait, finalement, les gens ne savent pas forcément où est-ce qu'ils peuvent rencontrer l'animal de manière la plus privilégiée, la plus respectueuse, surtout, possible. Donc, ça me paraissait plus logique, du coup, forcément, de partir là-dessus sur un animal avant la destination. En même temps aussi, c'est une mise à l'honneur de l'animal, parce que donc ça adresse du coup à des personnes qui sont vraiment je vais pas dire du tourisme de niche, mais qui sont vraiment en tout cas dans une volonté très forte d'engagement, de conservation, de respect, et en même temps leur apporter justement cette expertise spécifique de quand ils sont sur l'animal, de se dire ah tiens, en fait j'aurais pas pensé à cette destination pour aller voir l'animal, tiens c'est original. En plus on a classé justement sur les plus de chances d'observation au niveau des pays. Ça va du plus de chances jusqu'au moins de chances d'observation, même si l'observation, nous on dit toujours, n'est pas garantie. En fait, le but du voyage, ça doit vraiment être la préservation, la conservation de l'espèce qu'on souhaite approcher. Et puis aussi l'émerveillement finalement. Moi je trouve ça tellement merveilleux en fait d'avoir cette approche où on apprend à découvrir l'animal au lieu de dire il y a tel parc à voir, il y a telle ville à voir, etc. Enfin, comme font tout le monde. J'avais vraiment envie, là aussi, d'avoir un positionnement différenciant. Je crois que c'est une force aujourd'hui dans toute industrie, dans tout commerce, d'être le plus différent possible. Donc, j'essaye de ne mettre aucune barrière. Et puis, ça permet de découvrir des destinations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé comme ça directement. Exactement, c'est ça. Avant de passer au cas de l'Ouganda, j'aimerais qu'on parle un petit peu du tourisme, enfin de l'écotourisme animalier chez les primates d'une manière plus générale. On dit que c'est les travaux en fait de Dian Fossey avec les gorilles ou de Jane Goodall avec les chimpanzés qui ont permis de déconstruire des stéréotypes sur ces animaux et donc de changer le regard que l'on pose dessus. Et ça aurait permis de développer un tourisme encadré pour observer ces animaux, parce que les gens du coup voulaient aller les observer, et donc ça a permis de protéger et de lutter contre le braconnage. Moi je voulais savoir ton avis aussi là-dessus. Est-ce que tu penses que la protection des animaux elle passe avant tout par le regard que l'on pose dessus, dans le sens où si l'animal est mal vu dans nos imaginaires, il est plus difficilement protégeable? On aurait plus tendance à protéger un animal beau, mignon. Je pense totalement ça, oui. En effet, c'est la connaissance des espèces et même de notre milieu en général, ce qu'on appelle la biodiversité. D'ailleurs, on en fait partie. C'est plus que notre regard. C'est vraiment la connaissance là-dessus qui va imposer justement le respect et la volonté de s'engager
pour le protéger. C'est parce que justement c'est souvent d'ailleurs aussi ce qu'on dit entre humains, hein, la différence par rapport au racisme, etc. Souvent on dit c'est parce qu'on ne connaît pas les autres. Mais là c'est exactement la même chose, que ce soit aussi pour les animaux ou l'environnement. C'est souvent parce qu'on ne sait pas le rôle qu'a une fourmi, un sanglier, un renard aussi. Aujourd'hui on parle aussi que c'est problématique avec ces animaux-là. Parce que faut en parler aussi. Certes, ça fait entre guillemets moins rêver, moins voyager, mais en fait c'est la même logique. Dès qu'on comprend en fait tout le rôle qu'ils ont à jouer en fait dans notre environnement à l'échelle de la planète, c'est là en fait qu'on comprend justement le réel besoin de s'engager. Donc je dirais que c'est plus qu'un regard encore. C'est aussi une philosophie de vie. J'aime beaucoup Sylvain Tesson, si vous avez vu le film, pour ceux qui ont vu La Panthère des Neiges, en tout cas je vous invite vraiment à le voir. Et Sylvain Tesson c'est vraiment posé les mots là-dessus et dit à quel point justement l'affût est une leçon de vie, c'est-à-dire attendre sans s'attendre, être dans l'observation lente, respectueuse. Tout ça c'est vraiment essentiel. Et il faut rien obliger à la nature, il faut pas lui imposer des interactions, faut les laisser libres en fait, et c'est comme ça que c'est le plus beau, et c'est comme ça qu'on vit des moments les plus privilégiés possibles. C'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment offrir un sens à nos voyageurs, et puis un sens aussi à notre travail. Ouais, je mettrai la référence dans la description. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas assuré de voir des animaux quand on veut observer des animaux pendant ses vacances. C'est très important, ce n'est pas un zoo et c'est vrai que voilà le regard c'est vrai qu'on pose justement sur leur intelligence de vie, hein, parce qu'on parle souvent nous de notre intelligence, mais ils ont une vraie intelligence de vie, tout un système, un écosystème de sociabilisation aussi, où chacun a son rôle à jouer, à la fois dans chaque espèce, mais aussi vraiment au sein de tout l'écosystème et au sein surtout de la planète. Tout ça, en fait, c'est une vraie leçon de vie et une vraie leçon d'humilité sur notre place dans cet écosystème. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va partir en Ouganda. Donc, comme on a vu, tu conçois tes séjours à partir d'une problématique. En Ouganda, quelle était la problématique avec les primates? Pourquoi est-ce que c'était important de développer un écotourisme animalier dans ce pays? C'était important parce que c'est des espèces qui sont en voie d'extinction, on le sait, notamment les gorilles, enfin en tout cas les grands primates, donc les gorilles, les chimpanzés, enfin tout à l'heure voilà, j'en parlerai un petit peu plus. Et en fait ils ont souffert énormément du braconnage, surtout entre autres, les trafics, etc. Et on l'a vu pendant la Covid-19, quand il y a plus eu de tourisme. Malheureusement, il n'y a plus de rangers pour les protéger. Tout l'écosystème de l'écotourisme, ce cercle vertueux, n'existait plus. Les primates, en fait, aujourd'hui, grâce à l'écotourisme, ils sont de nouveau en constante augmentation. Et donc, c'est pour ça que je parle toujours d'un succès, d'un écotourisme réussi en Ouganda, quoi. Mais bon, il y a quand même d'autres problèmes parce que malheureusement, même quand il y a des solutions, il y a toujours malheureusement, sans être pessimiste, d'autres problèmes. Et chez les chimpanzés, le souci, Sabrina Kriev d'ailleurs, une primatologue très reconnue, en fait, on parle souvent, c'est la pollution chimique toxique des fruits et légumes qui sont mangés par les chimpanzés. Ils sont proches des zones agricoles et ça leur cause donc des malformations, des maladies, etc. Et donc on est en train de développer avec mon collègue local justement une mise en avant des agricultures bio pour les inciter à se multiplier et donc à sensibiliser, nous en tout cas, les voyageurs justement sur les conséquences d'une alimentation saine. Quand on sait justement qu'on partage énormément d'ADN justement avec les primates, comprendront à quel point c'est important tout ce qu'on se met dans le corps nous-mêmes aussi. Donc un écotourisme animalier, il est vraiment transversal, ça va au-delà simplement de l'encadrement par des rangers. C'est exactement ça. En fait, l'écotourisme, c'est un vrai cercle vertueux. Parce qu'en fait, l'argent, il doit, pour faire de l'écotourisme, c'est pas seulement, souvent on confond tourisme de nature et écotourisme. Alors surtout en France, parce qu'on sait pas faire d'écotourisme. Alors forcément, on essaye de mettre des mots. En fait, pour faire de l'écotourisme, il faut que l'argent soit investi dans la conservation.
Ça, c'est la base déjà. Ensuite, donc du coup, il doit passer par des salaires, les salaires des populations locales. Dans le cas de l'Ouganda, du coup, c'est les éco-rangers, en effet, qui sont là donc pour protéger les gorilles. Ils sont pas là que pour nous guider. Ils ont un rôle vraiment très 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 important et multiple et complexe. Ils sont à la fois nos guides, mais aussi des protecteurs, des ambassadeurs en fait de la nature et donc des primates. Et donc ça passe tout ça en fait par des permis. Et les permis, donc en fait, c'est de l'argent qui est reversé, donc encore une fois, pour le salaire de ces rangers, pour acheter des terres pour les parcs nationaux, etc., etc. Bien sûr, ça participe à l'économie locale des villages, du coup, aux alentours, bien entendu. C'est également un vecteur de sensibilisation auprès des populations locales. Quand l'argent que rapporte plus le fait de protéger un animal rapporte plus que le fait de le tuer pour de la viande de brousse ou du trafic, etc., du coup, on a tout intérêt à le garder, à le conserver. Ça fait partie du patrimoine d'un pays. Donc, c'est ce cercle vertueux que vraiment je promeus dans notre approche. Et cette approche, elle doit être vraiment globale. Elle doit faire intervenir tous les acteurs locaux. On doit les impliquer un maximum, on doit les sensibiliser un maximum pour que ça marche. Un parc national, il doit faire payer son entrée. Il n'y a qu'en France en tout cas en Europe, et notamment la France, où c'est gratuit. Pour avoir un vrai parc national, c'est mon avis, il faut faire payer une entrée. Et cet argent, il doit être encore une fois donc investi justement pour sensibiliser les voyageurs, pour sensibiliser les populations locales, pour acheter des terres, etc., etc. Et donc là, l'Ouganda, on parle d'un exemple réussi d'écotourisme animalier. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans le même cas, qui ont réussi cette transition-là? Oui, il y en a pas énormément, mais oui, il y en a d'autres. Il y a le Kenya, il y a le Costa Rica aussi. Et tous ces pays, je dis pas que c'est parfait, On a vu tout à l'heure avec l'exemple de l'Ouganda, il y a des choses encore à améliorer au Kenya, des choses à améliorer au Costa Rica également. Mais en tout cas, quand on compare avec plein d'autres pays, et surtout le nôtre et l'Europe, le continent européen, c'est sûr que c'est des vrais exemples d'écotourisme réussi, oui, tout à fait. Il y en a d'autres. La France, elle n'est pas bien engagée dans l'écotourisme animalier ? Non, alors l'écotourisme tout court non plus, et l'écotourisme animalier encore moins. Là où on a bien réussi, c'est surtout le développement des métiers. On a des très bons naturalistes, écologues, qui malheureusement sont souvent dans des associations, dans des petites structures. En fait, on les met pas assez en avant à mon goût, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Et on a vu ce qu'on a fait à nos principaux prédateurs avec lesquels on n'arrive pas à cohabiter, qui sont les loups, l'ours et le lynx. Et aujourd'hui, voilà, même avec eux, avec les quelques centaines qu'il en reste, on n'arrive pas à cohabiter avec eux. Encore une fois aussi, des parcs nationaux qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas contrôlés, puisque gratuits. Je préférerais que ça soit un payant, même si ça serait pas très cher, mais que ce soit du coup réinvesti vraiment pour la préservation de la biodiversité. Je m'éloigne un peu de l'Ouganda, mais est-ce qu'avec Voyage Sauvage, tu proposes aussi des voyages en France ? On est en train de développer, là, justement. On est dessus. Je reviens là de la réserve de Thorinque. On a des acteurs en France qui sont extraordinaires et qui sont très méconnus, qui ne savent pas communiquer ou qui ne veulent pas communiquer. Et donc, je me fais un malin plaisir, en effet, à développer à la fois, à mettre en avant en tout cas ces partenaires. On crée des excursions sur les traces, justement, de ces prédateurs. Mes prédateurs entre guillemets, de ces grands ambassadeurs, moi j'aimerais plutôt dire, de notre beau pays que sont justement, encore une fois, le loup, le lynx et l'ours, pour aller contre les préjugés, contrecarrer la vision qu'on a du sanglier qui fait du mal à notre potager, le renard qui mange nos poules, etc. et apporter une autre vision aussi de leur rôle à jouer, même si c'est vrai, bien sûr, et de la même manière que oui, le loup mange les moutons aussi au berger. Mais c'est important aussi d'apporter un autre regard, un regard aussi positif sur leur énorme rôle dans l'écosystème. Mieux connaître les animaux, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus pratique de l'épisode sur un voyage en Ouganda. À part les primates, quels autres animaux, faune sauvage, on peut observer et protéger en Ouganda ?
Alors, à part les primates, donc on a des becs en sabot. Donc c'est un oiseau qui fait passer vraiment un oiseau préhistorique. Hein. Il est énorme, il est vraiment très grand, magnifique dans les marécages près d'Entebbe. Voilà, donc quand on arrive, on a aussi surtout, et c'est ça. Alors mais ça, je trouve ça extraordinaire quand même en Ouganda, c'est qu'on a à la fois les primates, mais on a tout un pays vraiment du safari tel qu'on se l'imagine, avec des lions, des buffles, des léopards, des éléphants, enfin et des crocodiles, enfin, voilà, tout ce qu'on peut. On pense pas à l'Ouganda quand on part en safari, on se dit je vais aller au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud. En fait, ce qu'on retrouve dans ces pays-là, on le retrouve en Ouganda, mais en plus on a les primates par-dessus. Donc j'ai envie de dire c'est the cherry on the cake, hein, comme on dit. C'est vraiment le pays coup de cœur pour ça, pour moi. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner tes 3 bonnes raisons de visiter l'Ouganda plutôt qu'un autre pays plus connu en Afrique, comme ceux que tu as cités tout à l'heure? Bah déjà, c'est un pays safe. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment important. C'est le pays le plus safe pour l'observation justement des primates. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Parce qu'à part ça, donc il y a le Rwanda et le Congo. Et heureusement qu'aussi, il faut développer bien sûr l'écotourisme là-bas. Mais c'est vrai que pour moi, la sécurité, c'est quand même très important. Et du coup, j'ai plutôt choisi l'Ouganda pour cette raison-là, vraiment. Après, c'est des gens accueillants qui ont toujours le sourire, qui sont vraiment très ouverts justement aux demandes qu'on a par rapport à nos sensibilités justement écologiques beaucoup plus présentes de nos jours, surtout nous avec le credo qu'on a choisi. Un pays vraiment complet en termes d'animalier, en termes de diversité de paysages aussi, d'activités. Et puis, pas très loin, peu de décalage horaire. C'est plus que vendre des voyages là. C'est vraiment trouver, encore une fois, tout à l'heure je parlais de trouver un sens à son travail. Et peut-être que voilà, c'est un peu égoïste ce que je dis, mais voilà, c'est vrai que je me fais du bien avant de ce genre de voyage parce que je donne un vrai sens à mon travail. Ouais. C'est important. Et si on veut se rendre en Ouganda, est-ce que tu aurais des conseils pratiques à nous donner? Est-ce qu'il faut un vaccin, un visa? Combien de temps tu nous conseilles d'y rester? 1 semaine, 2 semaines? Alors, en fait, il faut un vaccin contre la fièvre jaune. Mais ce qui est bien, c'est que ce vaccin, en fait, il est valable maintenant à vie. Avant, il était sur 10 ans, si ma mémoire est bonne. Et maintenant, c'est à vie. Donc, du coup, tous les gens qui ont déjà eu ce vaccin, s'ils le retrouvent, parce que souvent, c'est le papier qu'on laisse dans le tiroir. Si vous le retrouvez, vous pouvez partir en Ouganda, sans aucun problème. Ensuite, on a un visa. Il faut un visa, bien sûr, passeport, hein, bien entendu. Le visa, il fait à peu près 50 €, hein, voilà, à peu près. Il faut une bonne condition physique quand même. C'est vrai que souvent les gens me disent « Ah, on pensait pas que c'était aussi... » Et oui, ça monte, c'est de l'altitude. Les gorilles ne se mettent pas n'importe où. Ils se méritent. Et donc en effet oui, il faut quand même une bonne condition physique, il ne faut pas être sportif, mais ça demande de la préparation. Il faut suivre en tout cas surtout bien tous nos conseils. Et puis au niveau de la durée, je dirais, moi je trouve que nous c'est comme ça en tout cas qu'on propose le grand tour, c'est en 15 jours parce que du coup ça permet vraiment de tout faire. Encore une fois, nous c'est vrai que c'est assez rare d'inclure les becs en sabot. Nous on l'inclut. Je trouve ça génial d'arriver et de voir cet oiseau vraiment emblématique. Ça fait faire une petite pause en arrivant de métropole, de France. Ensuite on part vers le sanctuaire des rhinocéros. Ensuite donc on a Murchison Falls. Ensuite on fait Queen Elizabeth. Et ensuite on termine donc avec Bwindi, puis les lacs en fait pour revenir. Donc ça fait toute une boucle. Et donc tout ça, ça fait 15 jours. Elisabeth, c'est un parc? Oui, c'est un parc national qui est vraiment après je pourrais pas dire le plus beau parce qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc Et est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour une observation animale réussie? Est-ce que par exemple il y a une saison que tu préfères pour aller observer les primates en Ouganda par exemple? Moi j'aime bien début juin. Parce que en fait c'est là où il n'y a pas trop de monde, c'est un peu moins cher, forcément que pendant la haute saison. Et puis c'est pas la période des pluies. La période des pluies c'est avril-mai et septembre à décembre. Il y a 2 périodes des pluies. Donc après on peut y aller sinon toute l'année, mais c'est vrai que début juin en général il n'y a pas trop de monde, donc j'aime bien cette période.
Après, les 3 conseils, je dirais, alors c'est pas que pour l'Ouganda, hein, c'est toujours garder ses distances pour une observation réussie. Et le mieux, c'est quand c'est eux qui viennent vers vous. Ça, c'est encore une fois la cerise sur le gâteau, mais c'est vrai qu'on c'est pas garanti, donc s'il n'y a pas d'interaction, tant pis. Pour bien connaître, pour forcément faire énormément de safaris animaliers, rien qu'un regard en fait, c'est déjà tellement émouvant, surtout quand on est dans la présence des gorilles, qu'il n'y a pas besoin de plus en fait. De toute façon, il ne faut pas avoir de contact. Là, on est dans des choses vraiment spécifiques en ce qui concerne justement l'Ouganda, puisqu'ils partagent beaucoup de notre ADN, donc pour des raisons sanitaires, de toute façon, on ne peut pas les approcher. Et ils ne viendront en général pas à vous, sauf vraiment des bébés. Forcément, les petits sont des fois assez curieux. Mais on nous recommande bien entendu, de ne surtout pas les toucher. C'est vraiment pour leur sécurité du coup à eux. Et sinon pour les autres animaux, comme je disais, c'est vraiment eux qui doivent venir et non pas le contraire, ne rien leur imposer. Le conseil, du coup, ça serait de prendre des jumelles, un appareil photo de qualité. Moi, j'ai vu plein de gens partir en safari animalier sans jumelles, sans appareil photo et prendre des photos avec l'iPhone et ensuite se plaindre que l'animal n'est pas assez près. Enfin, c'est juste un non-sens. Et puis aussi, c'est se renseigner sur l'espèce. C'est pour ça que quand on va sur notre site internet, on choisit l'animal et on a tout un descriptif justement de l'espèce qu'on souhaite observer. On a à la fois un descriptif pour mieux le connaître et également les menaces qui pèsent sur lui. Et aussi les solutions qui justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes aussi de perte justement de cette espèce, pour encore plus, comme on dit tout à l'heure, pour encore plus avoir envie de les protéger, parce que plus on les connaît et plus on a envie de les protéger. On va terminer cet épisode en écoutant 2 petits extraits de Violaine et Christine qui sont partis cet été en vacances de tourisme animalier, écotourisme animalier en Ouganda et qui nous racontent leur voyage. Bonjour, mes moments intenses en Ouganda. Je viens de faire un voyage fabuleux dans ce pays très accueillant avec encore très peu de touristes. Bien sûr, le moment inoubliable est la rencontre d'une famille de gorilles dans la forêt impénétrable du Bwendi, après 3 heures de marche. Moment émotion, un jeune homme s'agenouille devant sa belle pour la demande en mariage. La marche avec les rhinocéros blancs en suivant leurs traces a été incroyable. Même pas peur. Il faut mettre le pantalon dans ses chaussettes ou mettre des bottes car les fourmis rouges m'ont envahi. J'ai dû enlever mon pantalon devant tout le monde en criant et gesticulant. Un autre moment sublime, on s'approche d'un arbre cactus géant. Plus on approche, mieux on distingue le corps, les pattes qui pendent, la tête d'un jaguar qui dort. 15 jours de beauté, d'authenticité, de bonheur, de communion avec les animaux sauvages. Nous sommes partis cet été avec mon frère Paul en Ouganda. Ça a été une révélation pour nous, ce pays vraiment magique. Nous étions au plus près des animaux et ça n'a pas de prix, surtout dans le contexte actuel. On a vécu énormément de moments forts, de grandes émotions aussi. C'était très touchant, notamment avec les gorilles. Nous avons fait la connaissance aussi de bon nombre de personnes adorables qui nous ont accueillis à bras ouverts et on s'est vraiment senti comme chez nous là-bas. Nous avons adoré les paysages, la nature. Ça a été complètement inoubliable pour nous. J'aime bien l'anecdote sur les fourmis et les chaussures. Ouais, c'est rigolo. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Aurélie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est gentil. Dans 2 semaines, on se donne rendez-vous pour parler d'une thématique inédite encore sur le podcast, l'essor du voyage bien-être qu'on va essayer de comprendre. Et puis d'ici là, très bon week-end. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.